Il était une fois, loin d'ici, au plus haut de la pointe nord, une forêt enchantée. T'es allé dans une forêt enchantée? Oui, c'était un endroit magique. Mais il y a eu un événement tragique. Et depuis, personne n'a pu en sortir, et personne n'a pu y entrer. Waouh! Papa, cette histoire est incroyable. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je serai toujours là pour toi. Elsa était un peu bizarre ce soir, non? Pas plus que d'habitude. J'entends une voix. Une voix? Comment ça? Courez vers la falaise! Je vais m'envoler! Je suis là! Arendelle n'est plus en sécurité. Essaie de savoir qui t'appelle. La réponse est peut-être là-bas. Je viens avec toi. Anna, non. Pardon, mais j'ai gravi la montagne du Nord, j'ai survécu au cœur de glace et je t'ai sauvé de mon ex-fiancé, alors je t'accompagne, c'est tout. Moi, j'ai pas peur. Mais où est-ce qu'on est là? Comment êtes-vous entré? La brume s'est levée pour nous. C'est impossible! Où avez-vous appris la magie? Je t'interdis de me suivre dans les flammes. Alors ne te jette pas dans les flammes. La magie a quelque chose d'irrésistible. Sans ton aide, elle pourrait s'y perdre. Protégez Arendelle à tout prix! Je crois en toi, Elsa, plus qu'en n'importe qui ou n'importe quoi. J'ai une question. On va se mettre en danger régulièrement à partir de maintenant? Even before the First Frozen came out that you would want perhaps to do a sequel? Or did you see the success of the First Frozen and say, okay, we're going to do a sequel? We did not at all think about a sequel. We were just trying to crack that story. And we did end it really feeling that it was a happily ever after. In a funny way, we get this question a lot if it was a success, and in a way that could have been a deterrent. We really couldn't look at it that way, or I think we would make it for the wrong reasons, and we weren't pressured to do so. We were actually starting to develop something else, and it was us doing that little short. We fell back in love, and it was us realizing that we hadn't completed this story. Now to me it feels complete, but I thought the first one did, but it really was us feeling Elsa was just accepted for her powers, but why does she have them? What are all of them meant to do with life? How does change come for you? How do you cope with change? Looking at fear versus love in terms of change. Once we started there, we couldn't get out. We were hooked. So it really had to go that way. I think, if anything, the most important thing for us was to put the pressure outside the room, because if we carried it, we would make the wrong decisions for them. At least we didn't know if the world would respond to the first one. We can't know with the second. But if we built the first one from these characters and what their journey was out. We did the music that way too, and we just promised each other we'd do it that way the second time. And we did, and in a way, it's as we're going out to the world right now, it's hitting us all over again about the first film because we've been so focused on the story. Jennifer, you just said that you feel now with this one the story's complete. Are you thinking about a third? Could it go down that road? Est-ce que vous pensez à un troisième éventuellement? Go ahead, Jennifer. That one's for you. That's for me. No, I mean, it really felt like we wanted to feel like a complete journey. Ask us in a year if we make some bigger discovery. It takes a lot to do these films. It takes everything you have. You have to see it. You have to feel it. And if you can't do it. And so for us, I love the last frame of this film. We've had that for a long time. I love the feeling it gives me, and I literally have not personally thought past that moment. So. He says he feels there's lots of similar themes, that it feels similar to Pocahontas. So, was that something that you thought about? Did you think of that at all, those things?
No, not really. I mean, I can see how you might feel away, especially with sort of the wind and the leaves and the autumn. I can see how you could see that. I worked on Pocahontas. I was an animator on Pocahontas, and I didn't really think about it very much. Anna and Elsa and the Frozen world is so different than that. And we really just grounded ourselves in those characters, and that's what really sort of kept us going. Thank you so much to all three of you, Chris Buck, Jennifer Lee, Peter Jackson. Et je trouve que votre rôle et les interprétations en général sont très très bonnes, hein, bravo à tout le monde. Mais dans votre vous, Danny Boone, vous m'avez ramené quelque chose, mais alors, qui m'a ramené très loin. Vous m'avez fait penser à Bourville un petit peu. Ah bon, voilà. Merci. C'était Boulou? Non, pas du tout. Et je voulais savoir si, comme vous avez beaucoup évolué, vous êtes passé par GIGN entre deux films. Ah oui, c'est vrai. Le raid. Est-ce que vous avez apporté tout ça dans le rôle? Et est-ce que vous pensez, après avoir collaboré avec Disney, avoir abordé du merveilleux, de la magie, est-ce que vous pensez ramener ça dans vos œuvres par la suite? Ah, je sais pas, non. Oui, enfin, on se nourrit de ces expériences successives et des rencontres, des belles rencontres qu'on peut faire sur ces choses. D'entrer un peu dans la famille Disney et puis de participer à cette belle aventure. Et après, moi, ce que j'ai, vous parliez de Red Dingue. Le rapport avec La Reine des Neiges et Red Dingue, c'est que très souvent les enfants à peu près du même âge, d'abord me demandent, ça arrive fréquemment, ils me demandent de faire la voix de Olaf. Donc je m'appelle Olaf et j'aime les gros canards, je les adore. Après ils me disent, elle est pas là, Alice Paul, parce qu'ils l'adorent dans Red Dingue, et ils me disent, et le château, vous l'avez vraiment détruit? Le château de votre vicomte, voilà, et puis, donc il y a, ce qui est chouette, c'est de voir que les enfants, les générations continuent de vivre avec les films, quoi. Et le point commun, c'est qu'en tout cas dans mes films, et dans ce que j'écris, à chaque fois je me pose la question du rire des enfants, de faire rire les enfants en fait. Et je mets beaucoup quand j'écris, enfin je le fais sans y réfléchir maintenant, mais j'essaie à chaque fois d'avoir que ce soit pas un comique que de verbes, quoi, que de texte, et qu'il y ait aussi des choses visuelles, des gags visuels, des choses physiques, du slapstick, parce que les enfants aiment ça, et j'essaie de mettre ça dans mes films. Mais qui est toute la difficulté de faire du doublage en fait, parce que bien sûr c'est que à partir de vos voix, les personnages sont déjà là. Ça se passe comment dans les studios d'enregistrement? Parlez-nous de ça, vous en faites beaucoup de films. Comment on joue carrément comme ça en fait? Vous êtes avec les autres, vous êtes seul? Alors ça dépend. Souvent on est avec d'autres comédiens qui sont avec nous, on se donne la réplique. Et parfois on est seul et on imagine la réplique de l'autre personnage et on se laisse porter par les images beaucoup, parfois par les acteurs en eux-mêmes à l'écran. Et c'est la magie du doublage, on peut interpréter n'importe quel personnage qui ne nous ressemble pas forcément physiquement, ou on peut changer notre voix, comme le fait très bien Danny. Et voilà, ça se passe donc, il y a une bande rythmo, il y a un écran comme au cinéma, et on a un micro et on y va quoi. Pardon, non, pour rebondir, on est fait pour ça ou pas? C'est-à-dire qu'on sait le faire ou on ne sait pas le faire, le doublage, cette histoire de bande rythmo, parce que la phrase arrive comme ça, puis elle arrive sur une barre rouge et il faut parler au moment où ça passe sur la barre, et pour réussir à être spontané, être dans l'émotion, dans le jeu, tout en respectant la bande rythmo, on sait le faire ou pas. Il y a des doublages aussi, de post-synchronisation sur les films. Et il y a des acteurs, c'est une galère, un calvaire. C'est des acteurs de très très bons, fabuleux, très doués, mais qui n'arrivent pas à lire, à faire la bande rythmo. Donc j'imagine pour vous, pour la voix française, il n'y a pas beaucoup de place pour improvisation, comme pour les acteurs anglophones. C'est frustrant, en fait. Vous avez une petite marge de manœuvre pour improviser, Charlotte? Alors pour improviser, non. Mais après, on part vraiment de notre voix, de notre sensibilité, de nos émotions, de ce qu'on perçoit du personnage. Donc
c'est un bon compromis entre le personnage qui est écrit et ce qu'on doit lui donner, et nous, notre nature profonde, notre émotion et notre sensibilité. Il faut trouver le bon compromis. Consciente, et sa sœur un peu moins, mais très déterminée, très courageuse aussi. Est-ce que l'intensité du regard, du dessin du regard aide pour trouver son timbre de voix? Et Danny Boone, comment est-ce qu'on joue un personnage qui devient floconneux et qui se désagrège à un moment donné? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le timbre de la voix qui en est impacté? Allez-y, Amélie. C'est vrai que le regard du personnage dans le film d'animation est extrêmement important. C'est la première chose, c'est d'être dans les yeux. Il y a toujours l'œil, le petit pétillement dans le regard. Et je pense qu'une fois qu'on est dans les yeux, après on essaye d'être aussi dans la bouche du personnage, mais ça fait tout. Et ça nous aide, ça nous porte énormément. Ça nous donne beaucoup de... Ça nous aide, quoi. Ouais. Charlotte? Oui, les dessins, en plus, on a la chance d'avoir des dessins vraiment magnifiques où les personnages sont très très expressifs au niveau des yeux, des sourcils, des expressions, donc ça nous aide à comprendre l'émotion, l'intention, et surtout moi par rapport, par exemple, pour Elsa, le phrasé de reine qu'elle a m'a de toute façon emmené dans mes graves. Donc j'ai même pas eu à trafiquer ma voix ou à graver ma voix, j'ai juste eu à trouver le phrasé qu'elle a vraiment quand elle parle. En plus c'est très précis au niveau de sa bouche, donc je devais vraiment être très raccord à sa bouche, et ça s'est fait du coup instinctivement. Et Diane Corot? Devenir floconneux, j'avais pas bossé ça au cours Simon, mais non, après c'est dans l'émotion en fait, d'un coup le personnage est très fragile et en fait très souvent on va chercher l'émotion dans la sincérité, parce que si on en rajoute, ça devient redondant et on surexplique et on surjoue la situation et on perd l'émotion. Donc du coup, il fallait l'idée c'était d'être le plus simple possible dans cette scène qui est très émouvante et jubilatoire aussi à interpréter, à jouer, quoi. Puis à un moment donné, il y a la prise magique qui fait qu'on le trouve et qu'on est à la fois dans le personnage et dans la sincérité du drame qui se déroule. Et, voilà. On prend des libertés, mais juste pour améliorer. Des fois, très souvent, si un mot va correspondre pile au lipstick, des fois on change le mot. Je pense au nom d'Esprit du Vent là, qu'on a appelé courant d'air, qui s'appelle courant d'air, c'était Brie. Comment c'était? Le truc français c'était Tornadette. Il n'a pas aimé Danny Tornadette, il a Moi j'aimais pas Tornadette. Et l'ont changé? Oui, j'ai proposé courant d'air, je trouvais ça plus mignon, courant d'air. Non mais Danny il est force de proposition sur un plateau, donc c'est super agréable de travailler avec lui parce qu'il a plein d'idées et il est force de proposition, mais c'est en permanence, quoi. C'est aussi parce qu'il y a la possibilité de proposer, c'est que le film est tellement fort, le personnage est que voilà, moi j'ai envie que ce soit le mieux possible, et je suis toujours, moi je dis toujours on en fait une autre pour proposer, trouver d'autres choses, pour chercher au maximum et s'amuser.